Bonjour et bienvenue dans cette 7e édition de Philosophons intitulée Philosophons, la conscience. Dans cette nouvelle édition, nous allons tenter de répondre aux questions « Qui sommes-nous » ? Est-ce que la conscience suffit pour savoir qui nous sommes ? Est-ce que je suis le mieux placé pour savoir qui je suis ? Intéressons donc nous à la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? Nous sommes une conscience. La conscience, c'est pouvoir dire « je ». C'est moi qui dis « je ». Est-ce que les autres me connaissent plus que moi ? Suis-je au cœur de mon domaine ? Il est intéressant de nous intéresser à toutes ces questions car en effet, le je va rencontrer des obstacles pour descendre à l'intérieur de lui-même. Est-ce que l'introspection suffit ? Car il y a en nous quelque chose qui nous échappe, l'inconscient. L'inconscient pense, parle, agit et nous force sans que nous nous en rendions compte. Donc la conscience n'est pas la source. Qu'est-ce donc que cette conscience ? La conscience, c'est la conscientia en latin. Il y a dans la conscience deux consciences distinctes, la conscience spontanée et la conscience réfléchie. La conscience spontanée, c'est la conscience immédiate. Elle se confond avec l'être là. Tandis que la conscience réfléchie, c'est le miroir, le dédoublement. La réflexion, c'est d'abord le retour. C'est ce mouvement qui va vers un objet mais qui ne s'arrête pas. C'est une mobilité circulaire, un aller-retour. L'être humain conscient a une conscience. Cette conscience a une possibilité de se dédoubler, de sortir hors de soi, de se décaler. La conscience réfléchie est appelée également réflexive. En philosophie, on l'appelle le pour-soi. La chose est le contraire de la conscience. La chose, on l'appelle l'en-soi, alors que l'être humain, on l'appelle le pour-soi. On ne peut pas séparer l'être humain de sa conscience. Je ne peux pas me séparer de ma conscience, à part avec le suicide. Un être humain ne divorce pas avec sa conscience, à moins d'être fou. En effet, le fou, c'est celui qui a perdu le jeu. Même quand je dors, je ne quitte pas véritablement ma conscience, car dormir, c'est une fausse vacance, c'est quitter le jeu pour le retrouver le lendemain. Je pense donc je suis, disait Descartes. Il veut dire que c'est parce que j'ai une conscience que j'existe. Cogito ergo sum en latin. Cogito signifie je pense. Ergo sum signifie donc je suis. En latin, ego signifie je. Les êtres humains sont surtout des consciences plus qu'un corps. La philosophie dit que l'être humain ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet. Le corps matériellement se confond avec l'objet. Par exemple le calcaire. Ce qui nous sépare de l'objet, c'est la conscience. Je pense donc je suis. Ça veut dire que tout commence avec la pensée, avec la conscience. La science essaye d'expliquer l'être humain comme s'il était une machine. Les êtres humains ne sont pas de l'en-soi. Cette différence est une différence ontologique, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas un objet. C'est également éthique, c'est-à-dire moral. La science installe l'homme dans une continuité avec le monde animal. Il y a une différence d'appréciation pour la philosophie et la science. La philosophie n'arrête pas d'insister sur la rupture entre l'homme et l'animal. Il n'y a qu'un être humain qui peut dire « je pense donc je suis ». L'animal n'a pas l'opération explicite du cogito. Pour beaucoup de philosophes, ce qui est fondamental pour l'être humain, c'est la conscience. Elle est une barrière ontologique, c'est-à-dire que nous n'avons pas le même être que l'objet. Cette barrière est une barrière de protection, une barrière de morale. Beaucoup de philosophes pensent que la science est réductive. On s'intéresse donc au genre humain, l'occasion de faire la différence entre deux mots qui ont rapport au genre humain, génocide et dégénéré. Un génocide, c'est lorsqu'on s'en prend au genre humain. Dégénéré signifie quelqu'un qui ne respecte pas le genre. L'être humain est un être conscient. La philosophie dit que l'identité, c'est de pouvoir dire « je ». La vraie vie commence quand on pense, quand on est conscient. Être vivant, ça suppose une biologie, un corps qui vit, mais un corps est insuffisant. Par exemple, lorsque l'on est dans le coma, on n'est pas conscient car c'est comme s'il n'y avait rien. La conscience est décisive.
Lorsque l'on parle du cogito ergo sum, c'est quand on fait référence à la phrase je pense donc je suis. Je pense dans le sens de je suis conscient. La philosophie dit qu'il n'y a pas une seule naissance, il y a une naissance que l'on n'a pas choisie, la naissance physique, mais il y a la possibilité de naître à nouveau. La conscience signifie que nous concevons également avec la pensée. Le mot concevoir signifie avoir des concepts, produire des concepts. Concevoir peut signifier également enfanter, par exemple l'Immaculée Conception. Donc une conception, c'est un concept large. La conscience, c'est une ouverture, c'est une mise en lumière. La conscience est une puissance d'élucidation, c'est un pouvoir de dire je. Nous disons je car il vient du fait que nous sommes conscients. Ce qui est conscient, c'est moi. Quand je pense, je ne peux pas penser la pensée d'un autre. On n'a rien en commun, nous sommes pour l'éternité séparés. À chaque fois mien, disait Heidegger. Ce fil continu de la conscience, c'est ça qui nous donne de l'identité. La conscience, c'est la possibilité d'élucidation. La conscience se confond avec le je. La conscience confère avec la responsabilité. Être autonome vient de auto qui signifie par soi et de nomos qui signifie la loi. Le contraire de hétéronome qui veut dire que la loi m'a été donnée par quelqu'un d'autre. Toute conscience est intentionnelle. Husserl décrit la conscience en disant « toute conscience est conscience de », c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de conscience bloquée. La conscience est toujours conscience qui va vers, conscience qui s'ouvre. L'être humain est nécessairement en relation. Il y a toujours un lien entre moi qui existe et le monde. On ne se sépare jamais du monde quand on est conscient. Il n'y a pas que les êtres humains qui existent, car exister signifie sortir de soi-même. Le bureau, par exemple, il est, mais il n'existe pas. La plante, elle est, mais elle n'existe pas. Ils sont dans le monde, mais pas au monde. Heidegger dit que l'animal, il est pauvre au monde. L'être humain est au monde. Étymologiquement, le mot français conscience vient du latin conscienta, qui est formé de cum qui signifie avec et de scienta pour science. Être conscient lorsque nous agissons, éprouvons quelque chose, réfléchissons, etc. C'est ainsi posséder simultanément une connaissance de ses actes, sensations, réflexions. Cette connaissance peut avoir tous les degrés de clarté, depuis le sentiment le plus vague jusqu'au savoir le plus évident. La conscience est donc comme un redoublement à l'intérieur de nous-mêmes de ce que nous faisons ou pensons. Il devient ainsi clair que la distinction que nous faisons communément entre une conscience du monde, comme attention ou sensibilité à ce qui se passe en dehors de nous, et une conscience de soi ou conscience réflexive, comme l'état intérieur ou sentiment de notre existence, n'est pas réellement pertinente car la philosophie nous apprend que la conscience que nous avons de nous-mêmes est toujours conscience de nos rapports au monde, de nos relations avec les autres êtres, les autres personnes, etc. Cela ne signifie cependant pas que la conscience soit un concept univoque qui aurait eu un noyau de signification partagé par tous les philosophes. Tout au contraire, il y a une distinction très nette que l'on retrouve dans notre langage ordinaire, dans l'histoire de la philosophie entre la conscience conçue comme conscience morale, permettant de distinguer le bien du mal et ayant un but principalement pratique, et la conscience comme source de connaissance de soi et du monde et ayant un but principalement théorique. La philosophie, on le sait, est née en Grèce. Les Grecs ont soulevé des problèmes fondamentaux de la pensée qui, plus de 2000 ans après, sont encore l'objet d'ardents débats. On pourrait alors s'attendre à ce qu'ils aient formé, au moins dans ces grandes lignes, ce qui a été l'un des concepts essentiels de la philosophie, et surtout de la philosophie moderne, le concept de conscience. Or, on ne trouve pas dans la langue grecque de termes qui recouvrent ce que le latin, le français, l'anglais ou l'allemand désignent comme étant la conscience. Ajoutons qu'il serait tout à fait illégitime de considérer l'âme, psyché, des Grecs comme un équivalent de la conscience. Les Grecs n'ont pas éprouvé le besoin de penser, ce qui pour nous semble être une dimension essentielle de notre existence. La grande importance, dans la Grèce antique, de la vie publique, des activités politiques et le désintéressement à l'égard du repli de soi, de la vie privée, peut fournir une raison de cette absence, bien que ce soit une raison historique ou anthropologique et non philosophique.
S'il n'y a pas de concept de conscience chez les Grecs, ceux-ci ont néanmoins développé diverses considérations qui préfigurent les pensées qui prendront explicitement la conscience pour objet. Évoquons la notion de synendesis qui signifie à l'origine le fait de se prendre comme témoin de soi-même. Ce terme évolue dans la philosophie grecque et se réfère alors au savoir que l'on a de soi-même, au sens où l'on se connaît en évaluant la moralité de ses actes. Il y a donc ici les prémices d'un retournement sur soi, d'un retour à l'intimité de la personne. Ce sont les stoïciens qui les premiers souligneront l'importance de l'intériorité. Les pensées pour moi-même de l'empereur Marc Aurèle sont la parfaite illustration de cette citadelle intérieure que peut bâtir l'homme d'action. Cette tendance au souci de soi devient alors prédominante comme en témoigne notamment la réinterprétation de la définition platonicienne de la pensée comme dialogue de l'âme avec elle-même, dans le sens d'un enfermement en soi. Cette relecture des grandes figures de la philosophie grecque se poursuit dans la pensée chrétienne. C'est ainsi que saint Augustin interprète la révélation qui avait été faite à Socrate. Connais-toi toi-même, comme l'exigence de l'introspection. Le soi est objet d'examen, de recherche, car c'est en lui que réside Dieu. On comprend que ce mouvement est solidaire de celui, déjà prôné par les stoïciens, de se détacher des choses extérieures, des passions et désirs qu'elles font naître, de l'éloignement de la vérité qu'elles suscitent irrémédiablement. On assiste ici à la naissance de la voie de la conscience, c'est-à-dire à la conscience entendue comme conscience morale. La conscience morale est une voix qui parle en nous et qui nous permet, en notre fort intérieur, de distinguer le bien du mal, d'en fournir des normes, de mesurer la valeur des actions, de juger de notre conduite et de celle des autres. Rousseau a pensé, avec acuité, le statut de la conscience morale. Il l'a défini comme un juge qui ne peut être trompé par les préjugés, qui demeure le même, inflexible, quelles que soient les vicissitudes de la vie. C'est un juge auquel on peut donc toujours se rapporter avec assurance. Rousseau précise que la conscience morale ne peut être le privilège de certains hommes, tandis que les autres seraient comme portés par nature à l'immoralité, soumis irrémédiablement au vice. La voie morale qui est purement intérieure, privée, n'en demeure pas moins commune et la même pour tous les hommes. Elle est universelle. Les différences de moralité entre les hommes ne dépendent que de leur décision d'écouter ou non cette voix, de lui porter ou non attention. La conscience morale est un instinct qui, cela est très important, ne nous conduit pas aveuglément, mais au contraire le signe de notre liberté. Elle est donc aucunement l'œuvre de la raison et de ces idées qui pour Rousseau viennent des choses extérieures, mais du sentiment qui est au-dedans de nous. Kant poursuit les réflexions de Rousseau, auxquelles il a porté un grand intérêt, mais s'en sépare radicalement. En effet, si pour Rousseau la conscience morale est sentiment, pour Kant elle est une expression de la raison pratique. Certes, elle se manifeste par un sentiment qui est le respect. Mais ce sentiment est tout à fait différent de ceux qui font naître le désir, car tout au contraire, il dévoile la soumission de l'homme à la loi morale, soumission qui est aussi sa liberté, car elle témoigne de l'exercice parfait de la raison pratique. Notons de plus que l'homme étant pour Kant un être fini, car il ne crée pas lui-même les choses extérieures qui l'affectent. Il pourrait à tout moment être détourné de la loi morale par ses inclinations. C'est pourquoi cette loi doit se présenter à lui comme une exigence, comme un impératif catégorique. La loi morale a pour Kant une valeur absolue, c'est-à-dire qu'à l'instar de Rousseau, il conçoit la conscience morale comme universelle, indépendante des variations des conditions de vie, du développement culturel, etc. Citons pour finir Alain, qui dans la philosophie du XXe siècle est l'un de ceux qui a le plus insisté sur l'importance de la conscience morale. Il conçoit celle-ci comme un retour sur soi, un redoublement qui est indispensable à la pensée, car penser sans accepter de penser que l'on pense serait pour lui signe d'immoralité. C'est pourquoi il affirme que la conscience a toujours une valeur morale, car elle entraîne nécessairement la délibération, le questionnement de soi-même. La philosophie classique, sans abandonner l'idée de la conscience morale, a introduit une conception de la conscience qui s'en distingue néanmoins nettement. Cette nouvelle conception de la conscience va instituer cette dernière en fondement de la pensée philosophique en source de toute connaissance. On présente souvent Descartes comme l'initiateur de cette révolution philosophique. Or Descartes n'emploie que très rarement le terme de conscience, et lorsqu'il le fait, c'est au sens moral. Cependant, le cogito, je pense, cartésien est considéré comme étant l'équivalent de ce qu'on appellera plus tard
par conscience. Ce que nous apprend Descartes, c'est que celui qui pense, en un sens étendu à la perception, la volonté, etc., a toujours la certitude d'exister, d'être une chose pensante. C'est le sens du célèbre « je pense donc je suis ». Nos représentations et l'idée des choses extérieures sont toujours incertaines, toujours susceptibles de succomber à l'épreuve du doute qui est une mise en question radicale de l'existence des choses que dans la vie courante nous supposons exister, car tout ceci pourrait n'être qu'illusion, œuvre d'un malin génie. Le cogito est ainsi la seule chose qui résiste au doute, car dès que je pense, je ne peux manquer de me rappeler que c'est moi qui pense et donc que le moi ne peut être une illusion. La vérité sur laquelle repose tout l'édifice de la philosophie est ainsi le fruit de l'expérience que le sujet pensant a de lui-même. Si Descartes a bien fourni des éléments essentiels à la philosophie de la conscience, on ne peut pas penser pour autant qu'il en a donné une formulation complète, car le cogito signale seulement que le sujet se rapporte à soi en considérant comme siennes ces diverses activités de la pensée que sont le fait de concevoir, de vouloir, d'imaginer, de sentir, etc. Descartes n'a aucunement entrepris ce programme essentiel à toute philosophie de la conscience et qui consiste en une investigation réflexive des propriétés ou des facultés du sujet, du moi. C'est Locke qui le premier s'est livré à une telle tâche et il n'est pas inutile de mentionner qu'il a pour cela eu besoin de former en anglais un néologisme. Consciousness, en le distinguant du terme conscience qui avait une connotation morale. Une telle distinction n'existe pas dans la langue française. Il s'agit pour Locke d'examiner en profondeur l'activité mentale. La conscience n'est donc pas un simple rapport à soi, comme le cogito cartésien, mais une réflexion sur soi, une connaissance des mécanismes de l'intériorité que, de nos jours, la psychologie entreprend de dévoiler. Dans la fondation du concept de conscience, une dernière figure est essentielle, c'est celle de Kant. Une tendance se manifesterait alors qu'il menaçait le statut de la réalité en se présentant comme un idéalisme. Ainsi, Hume affirmait que quand bien même nous désirions connaître les choses les plus éloignées de nous, nous demeurions cependant nécessairement au sein de notre conscience. Kant craignait qu'ainsi on limite la réalité à la seule conscience que nous en avions, à nos représentations, comme si rien n'existait objectivement en dehors de nous. Kant demande qu'on distingue la conscience empirique qui résulte des expériences propres à chacun et qui est donc différente d'un homme à l'autre de la conscience au sens le plus propre. Cette conscience qu'il appelle aussi « je pense » est ce qui accompagne toutes mes représentations de choses particulières. Plus précisément, la conscience est une fonction qui permet de synthétiser les multiples sensations de choses extérieures et de faire qu'il n'y ait pas un chaos d'impressions, mais une représentation distincte des choses. La conscience est en ce sens universelle, commune à tous les hommes. Notons de plus que le « je » ou sujet de Kant se distingue radicalement de celui de Descartes, car pour ce second, le jeu est une chose, tandis que pour le premier, c'est une fonction ou encore un pouvoir. Pour finir, signalons que le problème qui va occuper le plus fortement les successeurs de Kant, ce sera le problème extrêmement délicat de l'articulation de la conscience empirique et de la conscience au sens propre. Sont deux choses différentes ou bien les deux faces d'une seule et même chose. À la suite de Kant, le concept de conscience va dominer la scène philosophique. Fichte critique ce qu'il appelle le moi spéculaire de la philosophie qui fait du moi un objet de perception. Or, affirme-t-il, le moi ne peut se reconnaître dans ce miroir qu'à la condition qu'il se connaisse déjà par un autre moyen. C'est, dit-il, que le moi se connaît d'abord comme activité ou force productrice de la réalité. Le moi se pose lui-même et se distingue ainsi du non-moi. Telle est la conscience de soi. Hegel, quant à lui, procède à une critique des philosophies de la conscience, de Descartes à Fichte, qui ont toutes désiré penser la conscience pure et n'ont pas su reconnaître que la conscience est toujours d'abord en relation avec quelque chose qui n'est pas elle-même et que ce n'est que par un dépassement de cette altérité qu'elle parvient à la véritable conscience de soi, qu'elle se fait esprit. Un recommencement de la philosophie de la conscience est inauguré au début du XXe siècle par Husserl, qui fonde la phénoménologie. Husserl entend reprendre la démarche de Descartes pour la pousser plus loin encore que celui-ci ne l'avait fait. Au doute cartésien, il substitue la méthode de l'époquée, qui signifie la suspension ou la mise entre parenthèses de tout jugement sur le monde. Ce qu'il retrouve alors à la source de toute chose, c'est l'activité de la conscience comme constituant le sens du monde et de ses objets. La conscience, dit-il, est toujours conscience de quelque chose, autrement dit, elle se réfère toujours à un objet, c'est ce qu'on appelle l'intentionnalité de la conscience. Notons que l'objet que vise la conscience, ce peut être elle-même ou plus précisément certaines autres de ses visées, comme dans le souvenir que Husserl appelle rétention. La phénoménologie de Husserl va profondément influencer la pensée allemande puis la philosophie française et notamment l'existentialisme. Ainsi, Sartre définit la conscience comme pour soi. La conscience se projette ou éclate dans le monde. Elle est dirigée vers l'avenir, vers un projet et en ce sens, elle se distingue de l'en-soi, des choses extérieures, figées et incapables de changer.
Intéressons-nous maintenant aux critiques de la conscience et commençons par les critiques qui ont été adressées à la conscience morale. Pour Montaigne, celle-ci ne consiste en rien d'autre qu'en des règles quasi arbitraires relevant d'opinions ou de préjugés et inculquées dès la plus tendre enfance à l'enfant qui, devenu adulte, ne se souvient plus comment il a acquis ces conceptions et suppose donc qu'il les a toujours possédées et qu'elles font partie de sa nature. Locke oppose un argument similaire aux néo-platoniciens de Cambridge qui pensent que les principes et les sentiments moraux sont innés. Plus proche de nous, Bergson conçoit la conscience morale comme l'effet d'un conditionnement social. On peut ensuite citer quelques pensées qui vacillent entre l'amoralisme, indifférence aux questions morales, et l'immoralisme, opposition aux valeurs morales. Ainsi, Machiavel prétend qu'un traitement adéquat des questions politiques exige qu'on se soustrait à toute considération d'ordre moral. Sade, quant à lui, démontre que ce que la nature nous enseigne, ce sont les vices, les débordements de la sexualité et de la violence. Nietzsche, enfin, entend constituer une généalogie de la morale en montrant que nos conceptions du bien et du mal sont les interprétations et évaluations d'un homme esclave qui craint la puissance de la vie. On peut enfin relever une troisième voie de la critique de la conscience morale, Freud, qui montre que celle-ci n'est rien d'autre que l'intériorisation, l'introjection par l'homme de l'autorité. C'est le surmoi qui exerce une fonction de censure en retournant l'agressivité de l'individu contre lui-même. Relevons à présent les critiques de la conscience comme rapport de connaissance qu'entretient la vie psychique avec elle-même. Cette critique apparaît dès la naissance de la conscience avec Spinoza. Pour celui-ci, nous subissons nécessairement l'action des choses extérieures, ce qui provoque en nous des affects. Or la conscience n'est qu'un redoublement de ceux-ci, elle ne permet en aucun cas de les comprendre ou d'influer sur eux, car elle ne saisit que les effets et jamais les causes, ce que seule la raison est en mesure de réaliser. Pour le comprendre, Spinoza nous invite à réfléchir à une pierre entraînée dans une chute. Cela ne changerait absolument rien si cette pierre avait conscience de sa chute. Nietzsche lui aussi va développer une profonde critique de la conscience et du moi. L'unité du moi n'est qu'illusion. En réalité, le moi est l'effet, la résultante d'une multiplicité de forces ou d'instincts qui sont en lutte dans le corps. Quant à la conscience que l'on a des choses extérieures, elle est conscience d'une apparence que nous appelons l'essence des choses. Ce ne sont que les propriétés qui nous ont frappé le plus fortement. C'est au XXe siècle que la dénonciation de la conscience se fait la plus radicale. Heidegger, élève de Husserl, émet une critique sans appel de son maître et plus généralement de toutes les philosophies de la subjectivité. Le structuralisme français. Lévi-Strauss, Foucault, etc., en réaction notamment à l'existentialisme, tâche quant à lui de démontrer que l'autonomie de la conscience est un leurre, car celle-ci est toujours déterminée par des systèmes ou structures qui la précèdent et la surplombent. Mais la pensée structuraliste va plus loin encore que Marx qui affirmait que ce n'est pas la conscience qui détermine l'être social, mais à l'inverse ce dernier qui détermine la conscience, car à présent c'est l'idée même de l'existence de la conscience qui se révèle illusoire. Nous pourrions évoquer aussi des bouleversements qu'a induit le concept d'inconscient développé par Freud, mais nous le verrons plus tard. Pour conclure, on peut citer une parole célèbre de Rimbaud qui témoigne bien d'un certain état d'esprit des critiques de la conscience. « Je est un autre ». L'absence du concept de conscience chez les Grecs. Les Grecs n'avaient pas de terme pour désigner la conscience, bien que peu à peu, notamment avec les stoïciens, l'idée d'un souci de soi, d'une attention portée à l'intériorité ait pris de plus en plus d'importance. La conscience comme conscience morale. La conscience fut tout d'abord entendue comme norme du bien et du mal, comme instance de jugement. Elle est voie intérieure. Cette première conception est restée prégnante dans toute l'histoire de la philosophie. La conscience morale peut relever du sentiment, avec Rousseau, mais aussi de la raison, avec Kant. La conscience est une invention récente. L'idée de la conscience comme rapport de la pensée à elle-même et comme fonction de connaissance des activités mentales, de la vie psychique, est née avec la philosophie classique, Descartes et Locke notamment. La conscience comme fondement de la philosophie. À partir de Kant, les réflexions sur la conscience dominent la scène philosophique. Les diverses conceptions de la conscience s'opposent, mais le primat de celle-ci demeure incontestable. Les critiques de la conscience. La conscience morale a pu être contestée comme n'étant rien d'autre qu'ensemble de préjugés, d'opinions, d'interprétations ou encore comme intériorisation de l'autorité. Le concept de conscience né avec la philosophie classique a quant à lui été ébranlé par des philosophies mettant en cause l'unité et l'autonomie de la conscience, dénonçant son impuissance ou contestant même son existence.